Tess de nous accueillir et à son directeur. C'est une joie, c'est la seconde rencontre en France avec Ugo Morica depuis la parution du livre, donc merci beaucoup. Vous avez déjà bien introduit l'œuvre de Ugo. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est déjà chez Ugo Morica. Je vais lancer plusieurs éléments et après on débattra ensemble plutôt. C'est que c'est un poète, je dirais, de la maturité, parce que, en tout cas, au niveau des publications, la première publication, c'est à 41 ans. À 41 ans, sur une vie de 80 ans, c'est la moitié d'une vie. Donc il y a vraiment une première œuvre de vie, peut-être du côté de la peinture, de la photographie et d'autres arts, et aussi de la recherche du silence, de l'apaisement. On a parlé de l'Inde, du yoga, et aussi de l'éveil, et seulement dans un second temps, l'œuvre d'écriture, d'essayiste aussi, on l'a dit. Ça me paraissait intéressant aussi de mentionner que chez Ugo, il y a autant d'œuvres poétiques, comme vous l'avez fait, que d'essais, donc ce serait plutôt poète-essayiste, que chez beaucoup de poètes philosophes, justement, on trouve ça, une première partie qui est la vie, et une seconde partie qui est le temps d'écriture. C'est souvent divisé de cette manière-là. Ce qui est intéressant aussi chez Ugo, c'est qu'il y a un mélange vraiment, aussi bien du côté de la poésie, de la peinture, critique, essayiste aussi, énormément. J'aimerais dans un premier temps nommer la beauté des titres, tout simplement, des titres de ses œuvres. Je vais les nommer en français, je suis désolée, mais du coup, il y a une véritable, je crois, que ce soit « Sous toute la pluie du monde », c'est magnifique, on a déjà un texte poétique. On a aussi « Paradis vide » pour compenser une absence, soif à l'intérieur, presque silencieux. On a déjà l'impression de dire un poème en lisant les titres. Et on retrouve très rapidement ce qui est présent un petit peu partout dans l'œuvre de Ugo, que ce soit du coup l'eau, à travers la question de la pluie, du fleuve, je dirais l'eau, la boue, qui est partout, que ce soit déjà boue à nu, barreau desnudo, et aussi la question du silence. Cette idée de la soif qui revient souvent, je voulais lire un fragment par rapport à ça, qui nous donne un peu une clé déjà de son œuvre. Et c'est cette soif que nous nommons âme. Donc le rapport entre la soif et l'âme, c'est important. Du côté des essais, on retrouve déjà dans les éléments des titres, chemin, poétique. Là, on retrouve vraiment le courant de poésie de la Grèce antique et aussi tous les penseurs du côté européen qui sont très présents. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vie de Ugo Morica, on sent cette quête du silence, de l'apaisement, et en même temps, dans ces essais, apparaissent des figures qui peuvent être très torturées dans leur chemin de vie. Et que ce soit autant au niveau de cette question de la boue ou autre, je crois qu'il y a toujours une tension dans l'œuvre de Ugo Morica entre la matière dont nous sommes faits, la carne, et justement cette recherche plutôt du côté du philosophique, en tout cas cette quête de la pensée. Je voulais aussi évoquer la question, en tout cas j'ai vu plusieurs fois que Ugo était nommé comme un voyageur. Plus qu'un voyageur, j'aurais dit peut-être cette notion d'errance, parce que c'est à l'intérieur de lui-même qu'il a la recherche toujours d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres. Le voyage est extrêmement intérieur chez Ugo. Il peut aussi être géographique, mais ça me paraissait important plutôt de cette manière-là. Et aussi, là je rajouterais, ce que j'ai pu remarquer, c'est la curiosité de l'ailleurs aussi, chez Ugo Morica. C'est le premier auteur que nous avons en traduction qui s'intéresse à la langue française, à la culture française, qui parle et qui comprend le français, ce qui est aussi une passerelle, d'où sa curiosité intérieure. Il voyage de cette manière-là aussi.
Et ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui justement est capable de silence, très long, on l'a compris, mais en même temps qui toujours, que ce soit dans ses essais ou autres, est en dialogue permanent. Donc son silence, en même temps, à l'intérieur, il y a toujours des dialogues, j'ai l'impression. C'est des pistes que je lance, après on aura un débat où on pourra justement poser toutes ces questions à Hugo et aussi avoir vos réflexions sur la question. Quand je parle de l'ailleurs, il y a aussi cette question, donc il y a eu l'Inde, il y a eu cet ordre trappiste. Le travail de critique, c'est quand même un dialogue, une ouverture vraiment vers l'autre aussi. Et aussi les créations musicales. Il y a tout ce travail-là. Un lien rapide avec les éditions Floem. Pourquoi est-ce que les éditions Floem ont accueilli ce texte ? Je vais vous lire une phrase. Floem est une manière de vivre, de transcrire et de penser le monde. Donc dans la manière de... C'est la phrase qui porte la maison d'édition. Manière de vivre, on le comprend bien chez Hugo dans sa démarche qu'elle est présente. L'écriture, la recherche de l'écriture. Et aussi, penser le monde, c'est quelque chose qu'on a en commun avec son œuvre. Alors je voulais vous lire un autre fragment. Pardon, le phloème, c'est l'endroit où passe la sève de l'arbre. Et l'arbre, il est tout le temps présent dans l'œuvre de Hugo. Et je voulais vous lire un fragment qui parle de ça. C'est toujours de l'intérieur que la terre se fend. C'est la soif des racines qui l'ouvre aux pluies. Aussi, le phloème, pour les anciens Grecs, c'est une mue. C'est ce qu'on laisse derrière soi, c'est une mue. Et c'est donc ce qui donne l'œuvre d'art. L'œuvre d'art est une sorte de mue qu'on laisse derrière soi, une création. Je reviendrai dessus. Je vous ai cité aussi un texte sur l'errance, qui est un des textes de Floem, mais qui va résonner, je pense, avec la lecture des fragments de Hugo qu'on va entendre après. Mais en allant, je médite. Je regarde sans chercher à garder. J'écoute sans vouloir entendre. Je suis libre. Je contemple. Alors il semble parfois que je commence un tout petit peu à penser. Je crois que si voyage il y a chez Hugo Morica, c'est plutôt justement de cet ordre-là. En allant, je commence à penser. Il y a aussi très fortement dans l'œuvre de Hugo le rapport à la nature en général, pas que l'œuvre. Il pourra nous en parler après si c'est plus un rapport symbolique ou un rapport réel. Je vais vous citer un autre fragment. Peut-être n'avons-nous jamais eu ni d'horizon, ni de frontières. C'est un autre texte de Floem, et on retrouve par exemple chez Hugo cette réflexion sur les frontières et l'ailleurs. Nulle ligne d'horizon, le vent qui l'efface et le signe qui nous appelle. Alors enfin, j'aimerais passer la parole à Odomaro Hidalgo, qui est présent aujourd'hui pour une raison bien précise, en plus du fait qu'il ait co-traduit l'œuvre de Hugo Morica, le second ouvrage En un fleuve toutes les pluies, qui va paraître à l'occasion du festival Traces de poètes en septembre à l'Île-sur-la-Sorgue, à Avignon, où sera présent, pas Avignon, à l'Île-sur-la-Sorgue, à côté d'Avignon, dans l'ancienne maison natale, maison de René Char. Et on a l'organisatrice du festival qui est là aujourd'hui, Nicole Minucci. Donc Odomaro Hidalgo, c'est lui qui nous a fait connaître l'œuvre de Hugo Morica, qui nous a donné envie de la faire traduire et de la publier en français. On parle beaucoup de rencontres vivantes et grâce à Odomaro Hidalgo, on a eu l'impression de rencontrer Hugo Morica réellement
et on a vraiment eu le souhait de porter cette œuvre. Donc j'aimerais demander à Odomaro Hidalgo, lui qui a tout à fait, on va dire, un autre parcours de vie que Hugo Morica, qui a été un jeune poète reconnu, qui a reçu un grand prix dès l'âge de 20 ans, qui a tout à fait un autre parcours de vie. Quand tu as rencontré Hugo Morica, comment as-tu ressenti la certitude que c'était un très grand poète, qu'il fallait absolument... comment son œuvre t'a nourri? Et toi qui as quitté le Mexique pour venir ici en France, tu as voulu emmener l'œuvre de Hugo avec toi en France. Et pour quelle raison? Voilà, je laisse... Et pour moi, c'est important d'être ce soir ici, en compagnie de Hugo Mujica, de Liv Wallet et Lara Toff, qui sont mes éditeurs, mon éditrice et mon éditeur ici en France, qui le fait d'être publié ici en France, c'est assez important pour moi. Merci aussi, monsieur le directeur, de nos accueillir. Y muchas gracias también a nuestro común amigo, el poeta Luis García Montero, que se encuentra en España, quien es el director del Instituto Cervantes también. En effet, j'ai rencontré Hugo Mujica pour la première fois dans le cadre d'un festival de poésie au Mexique. Je ne sais pas s'il se souvient, mais moi oui. Il a fait un atelier d'écriture comme une des activités de ce festival-là, et à partir de ce moment-là, ça m'a beaucoup marqué et j'ai eu envie de lire aussitôt ses œuvres. Et on a la chance au Mexique et son œuvre est publiée pratiquement complète en 3 volumes. Bon, la plupart de son œuvre est publiée. Et puis on s'est revu aussi dans quelques festivals de poésie en Amérique latine. Et c'est comme ça qu'on a commencé ces dialogues, d'abord avec la poésie bien évidemment. Et c'est ce qui m'intéresse chez lui, c'est cette mélange, si vous voulez, entre la réflexion et la création, parce qu'il y a chez Hugo Mujica une réflexion sur la poésie, mais pas que sur la poésie, sur la philosophie, comme disait là tout à l'heure, sur la peinture, etc. Et donc ce sont ces poètes-là qui me touchent le plus profondément moi. Et je trouve dans l'œuvre, dans la poésie. Vous m'entendez? Ça grésille. Bien. Et j'en étais où? Si, la réflexion sur la poésie de Hugo Mujica, mais aussi que dans les contextes de la poésie latino-américaine actuelle, c'est une voie particulière parce que la poésie latino-américaine a une tendance à la rhétorique. Je peux vous citer plusieurs poètes qui sont encore vivants, il y a une école, une tendance à la poésie latino-américaine qui ont inventé quelques critiques littéraires, quelques poètes, que c'est le néo-barroco ou le néo-barroso. Et justement, face à cette poésie-là, je vois la poésie de Hugo Mujica comme une île isolée, une île qui résiste face à cette marée des voix et des mots et des mots et des mots qui coulent toujours dans la poésie latino-américaine, non? Et on a déjà évoqué cette notion du silence qui est présente chez lui, mais il y a aussi cette idée de revenir en arrière, non? À l'origine, non? À chaque fois que je lis sa poésie, j'ai comme l'impression que c'est une parole qui se réveille, qui s'éveille à chaque fois, non? Qui va aux sources du langage, aux sources du commencement. Et c'est ce qui m'intéresse chez lui, de présenter un poème comme si c'était pour la première fois cette idée que la poésie doit être, un poème doit être très bref, mais aussi
très condensé dans son idée. Il y a ce mélange, comme je l'avais déjà dit, de l'idée et du logos et de la poésie chez Hugo Mujica, c'est ce qui m'attire profondément, et je pensais et j'en suis convaincu que Hugo Mujica, la poésie de Hugo Mujica saura trouver ses lecteurs et ses lectrices ici en France, parce qu'il y a toute une réflexion particulière, singulière, sur la vie, sur le monde, sur la réalité, sur le langage, qu'on ne trouve pas régulièrement dans la poésie latino-américaine. Merci beaucoup, Odemaro. On va passer à la lecture et juste après, on va commencer sous forme d'un débat, échanger sur des questions qui sont essentielles, d'après nous, dans l'œuvre de Hugo Morica. Et si vous le souhaitez, on vous invitera à y participer ou à réagir ou à échanger avec nous. Comme il y a cette dimension très forte qui donne à penser chez Hugo Morica, on aura aussi pour... en tout cas, entrer en dialogue avec Hugo et lui poser des questions. Yves Wallet, qui est maître de conférence à l'Université du Havre et qui a notamment aussi écrit des essais aussi bien sur Wittgenstein, sur Heidegger, sur Celan ou sur des figures qui sont très présentes dans les essais de Hugo. Et aussi, Yves Wallet pourra nous mettre en lumière certains éléments justement qui donnent à penser dans les textes de Hugo Morica. Mais tout d'abord, on va leur laisser la place pour la poésie réellement. Voilà. Cae tan en silencio la nieve que en cada copo resuena, no para nombrar lo que la vida calla, para escucharlo es que escribo. Hojarasca, tronco o estiércol, aire húmedo y los hongos brotan. Latir, latimos por dentro, pero es desde afuera que la vida nos llega, es unos a otros que nos estamos creando. Entre los árboles es otro el silencio que el que ahonda el arroyo o el que lo agitado anega. Cada vida resguarda el suyo. El que nada ni dice, y en esa nada la dice y revela. Poco a poco se repliega el día, imperceptible se recoge noche. Noche de brisa y luna entera. Una es la luz y de ella misma las sombras. Las sombras no dan la luz, pero también desde ellas nacemos. Siempre es desde dentro que se cuartea la tierra. Es la sed de las raíces la que lo abre a las lluvias. Porque si sin saberlo cae a tierra la semilla, alza vuelo la del cardo. Es cuando no buscamos que lo desconocido llega. Es cuando viene lo otro que nos trae lo que somos. Los pies descalzos son un sendero y cerrar los ojos es siempre atajo. Lo que buscamos no existe, al vivirlo lo creamos. No, ya no hay camino ni arribos, solo el rodar en que nos repetimos, el eco de quien no osó saltar sin esperarse en la otra orilla. No, no hay arribo ni horizonte, solo este posible aquí, esta desnudez con la que nacimos. Bosque espeso bosque, y entre brisa y follaje la luz titila, la seña llama. El camino no es hacia adentro ni se extiende afuera, es el paso que no podemos dar, es el otro que viene a darse.
El fruto maduro cae y el orden se confirma. La semilla se abre y el milagro se inaugura. Es el viento soplo a soplo el que transfigura las nubes. Da a cada uno a su instante y a cada instante su forma. Soplo a soplo se esboza y borra. Es lo otro en cada otro, para ser el mismo en todo. Anochece bajamar, algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. Solitarias, en playas sin huellas, las olas lamen la arena. Solitarias regresan a mar. Desnudez, desnudez rotunda, no es estar desnuda, es no saberse estando. El trigal acompasa la brisa y el río sin tregua transparenta su paso. Ya todo está en lo abierto y en lo abierto fluye todo. Solo el hombre no se suelta, solo él a sí mismo se aferra. Se respira noche y todo pide abandono. Ese sosiego de todos los temores, ese soltar amarras y hacer del no ver un atajo, un sondear el alma, un entregarse a nada. Siempre sopla más viento que el que al pasarnos roza. Siempre se palpa un adiós en cada cuerpo abrazado. Es en el vacío que lo que se va nos deja, donde se abre lo que seremos. Es mientras pasa que nos va llegando la vida. Alto y lejos, apenas perceptibles, golondrinas nómadas surcan el aire. La nada que somos es el todo que buscamos. No cae lluvia sobre los surcos, ni hay tiempo para la cosecha. Queda solo el sembrar y la partida. Saber que no habrá victoria es lo que da grandeza al combate. Ni el arroyo bebe su agua, ni el almendro come su fruto. Tampoco el silencio escucha el silencio. El silencio da a escuchar y en lo que se oye calla. Hay sombras que van hacia adentro y honduras que nos desbordan. Todo florecer se abre desde lo que nunca fuimos. Desde lo que ya somos, solo llega el marchitarnos. Saber del viento solo sabe la piel cuando pasa y la roza. Solo desnudo de uno mismo puede saberse de otro. El pájaro vuela porque él es sus alas, no por saber que las tiene. Cada uno llega a sí mismo cuando de sí mismo es su propio olvido. Oscurece
El afuera se recoge cercanía y lo cercano calla en el silencio que nace. El pan, el vino, la mano en la mano amada y como siempre, alguna pena, algún desgarro, lo humano. Y una vez más, en esta como en toda noche, se escucha sin nada oír el latido de la tierra, el palpitar lo sagrado. Gracias. Si silencieuse tombe la neige, quand chaque flocon, elle résonne. Ce n'est pas pour nommer ce qui se tait dans la vie, c'est pour l'écouter que j'écris. Bourrasque, tronc d'arbre ou fumier, humidité, et les champignons jaillissent. Oui, à l'intérieur, notre cœur bat, mais c'est de dehors que la vie s'incarne. C'est les uns les autres que nous nous créons. Entre les arbres, le silence est autre que celui que creuse le ruisseau ou celui que l'agité noie. Chaque vie préserve le sien. Celui qui ne dit rien, et dans ce rien, le dit et le révèle. Peu à peu, le jour se replie, imperceptible. Il se recueille en nuit, nuit de brise et pleine lune. Une est la lumière, et d'elle sont les ombres. Les ombres ne mettent pas au jour, mais c'est d'elles aussi que nous naissons. C'est toujours de l'intérieur que la terre se fend. C'est la soif des racines qui l'ouvre aux pluies. Parce que oui, sans le savoir, la graine tombe au sol, celle du chardon s'envole. C'est quand nous ne cherchons pas que survient l'inconnu. C'est alors qu'arrive l'autre qui apporte ce que nous sommes. Les pieds nus sont un sentier et fermer les yeux a toujours été un raccourci. Ce que nous cherchons n'existe pas. C'est en le vivant que nous le créons. Non, il n'y a ni chemin, ni terme. Il n'y a que cette roue sur laquelle nous nous répétons l'écho de celui qui n'a pas osé sauter sans s'attendre sur l'autre rive. Non, il n'y a ni terme ni horizon. Il n'y a que ce probable ici, cette nudité dans laquelle nous sommes nés.
Bois épais, et entre la brise et le feuillage, la lumière palpite, le cygne appelle. Le chemin n'est pas vers l'intérieur, il ne se perd pas au loin non plus, c'est celui du pas que nous ne pouvons faire, celui de l'autre qui vient à s'offrir. Le fruit mûr tombe et l'ordre se trouve confirmé. Une graine s'ouvre et le miracle commence. C'est le vent, souffle à souffle, qui transfigure les nuages, qui donne sa forme à chacun et à chaque forme son instant. Souffle à souffle, il s'ébauche et s'efface. Il est l'autre en chaque autre pour être le même en tout. La nuit tombe, marée basse, cri de mouette, reste que la mer abandonne sur le sable. Et cette solitude de n'être qu'à demi, c'est l'heure de la mélancolie, celle de l'absence de ce qui n'a jamais été et que nous sentons comme notre être propre, ce qui de nous-mêmes, au jour, n'est pas encore né. Le soir vient, le feuillage s'apaise, et c'est sur la plage que la vie semblerait se dénuder. Nuit, pleine nuit, le ciel lui-même s'apaise, sa solitude aussi nous enveloppe. Solitaire sur des plages sans traces, les vagues lèchent le sable. Solitaire, elle retourne à la mer. Nudité, nudité éclatante. Ce n'est pas d'être nu, c'est de s'ignorer nu. Les blés rythment la brise, et le fleuve, sans trêve, rend limpide son cours. Tout est déjà dans l'ouvert, et dans l'ouvert, tout s'écoule. Seul l'homme ne se libère pas. Lui seul, à lui-même, s'amarre. Nuit se respire et tout demande abandon. Cet apaisement de toutes les frayeurs, larguer des amarres et faire de ne pas voir le plus court chemin, sonde de l'âme, ne se livrer à rien.
Il souffle toujours plus de vent que celui qui nous frôle au passage. En chaque corps embrassé, c'est toujours un adieu que l'on touche. C'est dans le vide que ce qui s'en va nous abandonne. Là où s'ouvre ce que nous serons, c'est dans ce passage que nous arrive la vie. Haut et loin, à peine perceptible, des hirondelles nomades sillonnent l'air. Le néant que nous sommes est tout ce que nous cherchons. Pas de pluie sur les sillons, pas de temps pour la récolte. Il n'en reste que le fait de semer et de partir. Savoir qu'il n'y aura pas de victoire est ce qui donne sa seule grandeur au combat. Le ruisseau ne boit pas son eau et l'amandier ne mord pas son fruit. Le silence non plus n'écoute pas le silence. Le silence donne à écouter. Et dans ce qui s'entend, le silence se tait. Il y a des ombres qui vont vers l'intérieur et des profondeurs qui nous dépassent. Toute floraison s'ouvre depuis ce que nous ne fûmes jamais. Depuis ce que nous sommes, n'arrive que notre flétrissement. Savoir du vent, la peau ne le sent que passer et la frôler. On ne peut connaître les autres que dénudé de soi-même. Nuit et une entaille de lumière découpe une aube. Nuit et nous naissons tous d'un oui infime, arraché par la vie au néant. Entre la nuit et l'aube, cette entaille est le chemin. Vers des terres plus solaires, une bande d'oiseaux migre vers son destin. Chacun de nous vient de ce qu'il fut et chemine vers son possible hasard. Entre les deux, nous sommes la blessure. Entre les deux, le départ. La bûche qui brûle ne devient pas cendre, ni hauteur la fumée qui s'éteint. L'étincelle que nous faisons naître allume ce que dans d'autres nous sommes.
J'ai vu une colombe traverser ma fenêtre. J'ai pensé qu'elle volait, mais elle tombait. J'ai cru voir la vie. Je regardais la mort. Tombe la pluie sur la terre en la rendant boue, la lave. La mort n'ôte pas la vie, elle efface l'illusion qui les sépare. Toute chrysalide ne s'envole, toute épine n'est couronnée rose. C'est le saut que nous n'avons osé faire qui m'a fait naître, celui que nous n'avons été, celui qui n'est pas parvenu à battre, celui qu'encore aujourd'hui nous cherchons. Non dans la houle, ni dans les brisants où la mer nous assourdit, c'est au bord du ruisseau que l'on apprend à écouter ce qui dans la vie n'est que frémissement, ce qui à peine est murmure. L'oiseau vole parce qu'il hait ses ailes, non parce qu'il sait qu'il en possède. Chacun parvient à soi-même quand de soi-même il est l'oubli. La nuit tombe, le dehors se recueille, approche, et le proche se tait dans le silence qui naît. Brot und Wein, le pain, le vin, la main, dans la main aimée, et comme toujours aussi, une douleur, une déchirure, l'humain. Et une fois encore, comme en toute nuit, dans celle-ci, on écoute. Sans entendre le battement de la terre, la palpitation du sacré. Alors, ce sont des extraits, en tout cas pour la version française, de Buanu. Comme dans les éditions espagnoles, vous avez chez Hugo Mourica le silence et le fragment. On a eu un beau silence là à l'instant. Vous avez toujours, c'est l'espace du silence, le vierge en haut de la page. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de continuer maintenant avec Yves Wallet, de continuer, de passer au dialogue avec Hugo Mourica. Et si Odomaro pourra traduire le dialogue pour le passage entre les langues. Voilà. Je laisse la parole à Yves Wallet. Quand j'ai lu pour la première fois Hugo Mourica, j'ai eu l'impression parfois de me lire moi-même, mais aussi de remonter donc, comme Lara l'a dit, vers l'origine, et en même temps d'aller vers la fin. Et au fond, la vie, vivre, c'est être entre les deux. C'est pourquoi on ne peut faire silence que lorsqu'on a déjà appris à parler. C'est ça qui est étonnant. Si on ne sait pas encore parler, on ne peut pas faire silence. Et
Peut-être que, sauf dans les cas absolument désespérés, quand on a fait un très long silence, si on n'est pas encore mort, on se remet à parler. Ou alors, chose étrange, écrire. Quignard disait l'écriture est la mise au silence du langage. Bon. C'est pas seulement une formule. Alors, j'ai envie évidemment de dialoguer de silence à silence, mais aussi de parole à parole avec Hugo, parce que c'est effectivement, comme l'a dit Mauro tout à l'heure, il y a autant de poètes que de fleurs différentes, et il y a une sorte de flore poétique particulière qui est la flore, l'ensemble des flores qui donnent à penser. C'est assez rare chez les poètes, plus rare qu'on ne croit. Alors j'aimerais demander à Hugo quelle est l'origine de cette parole poétique qui donne à penser. Est-ce que l'origine du poétique c'est la pensée, ou est-ce que c'est la pensée qui tient son origine du poétique? Quel lien il y a entre les deux, d'après vous? C'est la même chose. Je ne crois que c'est la parole d'un côté, le silence de l'autre côté. C'est le reflux de la même. C'est l'expressivité, la créativité qui écoute et qui dit le qui écoute dans le silence. Mais c'est la même chose. Je crois que une création véritable, il n'y a pas de séparation de rien. C'est le lieu où tout s'annule. C'est nu. Ça, mais pas de séparation. Et en certaine profondeur. Après vient la séparation. Et est-ce que le poétique permet de vivre, ou est-ce que c'est la vie qui permet le poétique, qui rend possible le poétique? Une autre fois, c'est le même. Pas de séparation. Non, la séparation, c'est la pensée. Mais la création, c'est le tout. Je pense à ce vers de Rilke dans le 19e sonnet à Orphée, Rainer Maria Rilke. Je vais citer en français, pas en allemand. Seul le chant sur la terre consacre et maintient, consacre et conserve le chant. Il cante. Quand lui chante, lui dit poétrie, poème, poétique. Oui. Et quand Rilke, quand je vous ai lu, ça m'a fait penser évidemment à Hölderlin, à Rilke. Ce sont des poètes, pas penseurs je dirais, mais des poètes pensants. Des poètes pensants. Oui, au pensant poète, les deux côtés. Oui, je crois que les poètes pensent avec image et les penseurs pensent avec idée, avec concept. Mais les poèmes, je crois que même si avec des pensées, les pensées se montrent, ne se disent. La parole et la poétrie, c'est image. Même les paroles. C'est vrai, et l'énigme, c'est pourtant, il existe des philosophes poètes. Moi, je pense à Nietzsche. Je pense aussi, je crois que vous êtes beaucoup intéressé aussi
aux pré-socratiques, ou plutôt aux pré-platoniciens, comme Nietzsche justement, ces premiers philosophes, depuis Anaximandre jusque Parménide et Empédocle, ils écrivent toujours dans un poème leur pensée. J'ai cherché ce moment de la pensée, où la pensée, les surprises avant la création, avec l'expérience divine de Dieu, et la poésie, c'est toute une seule chose. Après, commence à faire la division de la science, de la philosophie, and so. Mais avant, la présocratique, c'est une seule intuition de la réalité. Et c'est là où on va retrouver Heidegger. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est... Alors, moi, je l'ai éprouvé en lisant aussi, et peut-être j'ai essayé de... Parfois, en fait, curieusement, on croit que le théâtre, c'est moderne, mais en fait, on remonte petit à petit vers l'origine du théâtre, en même temps qu'on remonte vers l'origine de la pensée, chez les Grecs, et l'origine aussi du poétique. Et je pensais justement au fait que moi j'ai l'impression en vous lisant, et peut-être aussi dans votre vie vraiment, de retrouver quelque chose qui m'est arrivé aussi à moi. C'est-à-dire que plus je vieillis, donc plus je vais vers cet inconnu qu'est l'avenir qui va arriver. En réalité, plus ce qui m'intéresse, c'est surtout pas l'avenir, encore moins le futur, de moins en moins le présent, de moins en moins hier et avant-hier, mais de plus en plus loin dans le passé, et donc vers ce qu'il y a de plus ancien. Et même avant les Grecs, avant Homère jusqu'à Gilgamesh, jusqu'au livre des morts égyptien. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus maintenant, et j'ai l'impression, mais aussi c'est parce qu'on a vécu certaines choses que pour pouvoir encore vivre, on a besoin de revivre tout ce que les autres ont vécu il y a très 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 longtemps, au tout début. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le que je voulais, pour moi, plus qu'aller en retour, est devenir enfant une autre fois. Ça, c'est tout. Et plus en plus, je me trouve que quand la chambre me dit pourquoi tu ne fais pas, je dis pour jouer. Je commence à réfléchir que tout ce que je sais, c'est revenir enfant, comme l'enfant d'Héraclito. Les premières images que nous avons de l'Occident, c'est l'enfant qui joue. Oui. Le temps est un enfant qui joue au dé. Héraclite. Héraclite, oui. Le temps, oui. Maro. Le temps est un enfant qui joue au dé. Royauté d'un enfant. Royauté d'un enfant. Alors, il y a une autre question, et puis après je vais me taire un peu. Parce que... Je me permets juste. C'est intéressant justement dans l'influence, je me permets de citer Maro, tu le diras en espagnol, Maro, mais dans l'œuvre de Odo Maro, Hugo Morica, on retrouve être à la hauteur de l'enfant qu'on a été. Ça, c'est Odo Maro, Hidalgo, qui dit ça. Peut-être en espagnol, si tu l'as, Maro. Sí, es una línea que está en mi libro Ancision, que fue publicado en Chef Loem, y que dice: hay que ser dignos del niño que fuimos. Qu'est-ce qu'on pense, Hugo? Y Nietzsche dice que ser adulto, por así decirlo, es poder recobrar la seriedad con la que jugábamos como niños. Retrouver la seriété avec laquelle on jouait quand on était enfant. Ouais. Je ça. Une question? Non, j'avais juste une dernière question, une remarque.
C'est bien sûr, Lara l'a dit, la présence de ce qu'on appelle de ce mot la nature, mais on ne sait plus ce que c'est que la nature. Parce qu'avant, il y a le mot natura en latin, qui est beaucoup plus fort, et puis il y a le mot physis en grec, qui est encore beaucoup plus fort. Mais c'est une des choses qui nous a rapprochés aussi de l'aventure de phloème. Lara vous a dit, phloème, c'est derrière l'écorce le tissu par lequel passe la sève. Et les arbres sont très présents, vous l'avez entendu. Encore plus présent peut-être le vent, et aussi, plus que tout, Lara l'a tout de suite remarqué, la rivière. Et brusquement m'est venu tout à l'heure, quand Lara parlait justement de... Ça sera d'ailleurs le prochain livre que nous publierons, hein, En un fleuve, toutes les pluies. Donc que je voudrais proposer à Hugo Morica, cette phrase de René Char, énigmatique et en même temps, je trouve, très profonde, qui dit peut-être l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui sur la Terre, nous, espèces humaines, qui avons presque tout détruit, y compris nous-mêmes. Hein? Seule espèce qui a presque fait disparaître toutes les autres espèces, mais qui en plus a cette caractéristique unique de s'autodétruire. Et je pensais à cette phrase de René Char dans La parole en archipel. La prairie dit ruisseau. Et le ruisseau dit prairie. Et je me disais, on retrouve parfois presque la même chose, et avec cette question terrible, aujourd'hui, la plupart des prairies ne disent plus ruisseau. Elles ne disent plus ruisseau. Et quand nous avons des rivières encore qui renaissent dans le désert ou dans les forêts qui ne sont plus des forêts primaires, eh bien, le ruisseau ne dit plus toujours prairie. Entre le ruisseau et la prairie, il y a les humains. Et je trouve souvent cette idée dans certains des textes que j'ai lus tout à l'heure. Bon, je sais juste... C'est une question, non? C'est aussi... Bon. Il y a une question. La question, c'est... Il y a une question. Oui, il y a une question, c'est... Qu'avons-nous fait, nous, humains, comme en taille, comme incision dans la nature, qu'avons-nous fait pour séparer l'arbre de la rivière, pour séparer la prairie du ruisseau? ¿Qué hemos hecho en la naturaleza para separar la pradera del arroyo en tantos lugares? Nous pensons trop. Peut-être que j'insiste en le commencement de que ne pas séparer. Non? La pensée, c'est une chose qui a besoin de contrarester pour avancer. Nous devons comprendre la vie d'autres lieux, d'autres côtés, peut-être le silence, la poésie, mais oui, je crois que nous sommes faits en abstraction, nous avons perdu toucher la terre. Non? Mais je ne sais pas que faire. J'écris, ça c'est tout. Si vous avez envie de poser des questions à Hugo Morica en français ou en espagnol, ou si vous avez envie d'intervenir.
Alors on est bien sûr frappé par cette grande période de silence qui a précédé l'écriture, mais quand on écoute la poésie en espagnol et votre façon de la dire, on y retrouve, ça m'a attiré l'attention sur le fait que ce silence en fait n'est pas une absence de parole, mais une grande place laissée à l'écoute. Et que quand le poète reprend la parole, on ne sait pas s'il retranscrit ce qu'il a écouté ou s'il lui répond. Et je pense que c'est ça qui fait toute la densité de cette poésie et le fait qu'elle n'est pas baroque justement parce que chaque chose est à sa place et que le poète est replacé dans le concert du monde. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti moi. Et je voulais savoir dans quelle mesure le silence a influencé votre écriture. Tout. J'ai commencé à écrire avec 3 ans dans le silence. Sur le silence, avant de ça, j'avais été un peintre. Peintre. Je n'écris jamais. Donc, j'allais à monastère, je suis 3 ans en silence, et un jour, je commence à écrire. Sur le silence, c'est le lieu physique où j'ai commencé à écrire. Et je crois que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écouter. Je comprends que toute chose cherche à être expression. L'humain, c'est celui qui écoute et a donné la parole à la nature, que la nature nous cherche à nous pour se comprendre. Pour moi, quand la chambre me demande qu'est-ce que c'est le silence, je dis non, le silence c'est rien. Les choses c'est écouter. Le silence, ce qu'il fait, c'est un espace pour que les choses viennent en manifeste. Quelque chose comme ça. Et c'est intéressant, Hugo, parce que dans ton œuvre, j'ai perçu le silence non comme un nom, mais comme un verbe, en fait. Je ne sais pas si, Maro, tu peux traduire. Et comme un verbe d'action, justement. Peut-être écouter ou... Oui, nous n'avons pas d'expérience de silence. Nous n'avons pas de l'expérience quand le silence commence à parler de nous. Si oui, c'est un verbe de sens à dire la vie, c'est le silence, c'est quelque chose de nature, de naissance. ¿Por qué Barro Desnudo es como un poco a la apología de Adán y Eva, tal vez? No, je ne pense pas ça. Non, je pense peut-être, je ne sais pas bien ce que je pensais, mais pour moi, Barro signifie la condition humaine. Et la nudité, c'est la possibilité d'être, comme je le dis dans le poème, être nu dans la vie. Il y avait une très belle citation Pardon? en français. Quand il a lu une de vos poésies, c'était l'expression sauter sans s'attendre de l'autre côté. Je trouve ça très, très beau. Et on y retrouve un petit peu la pensée de la Beat Generation qui partait dans le monde sans essayer de l'influencer ou de le reconstruire. Est-ce que vous pourriez développer? Si puedes desarrollar esa idea de saltar sin necesariamente alcanzar el otro lado, que se encuentra también en la Generation. Oui, une de mes points, c'est de la chant qui osait sauter sans entendre lui-même de l'autre côté. Ça signifie que aimer
vrai sortait signifie que je ne sais pas où je sortais. La condition de sortir, la condition de tout, c'est que l'autre chose ne soit pas un miroir de moi-même en un autre lieu. Okay? Ça, per ma jeunesse, c'est de la Big Generation beaucoup. Pourquoi je suis de la Big Generation, pardon, la Big Generation de les 50, j'ai allé aux États-Unis les 60, je suis des hippies. Los años 50. Big Generation. No, perdón. ¿De qué año dijiste? De los 60, los hippies, de los 50, los hippies. Ah, ok. Des années 50, les beats, et des années 60, les hippies. No, alle super was the day. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions, d'autres personnes qui voulaient intervenir? Yo creo que es necesario leer mucho o mucha poesía para devenir un poeta en algún momento, o tal vez uno puede devenir un poeta en una especie de ignorancia absoluta, como decir lo contrario. Una especie de, habla más fuerte, por favor. De ignorancia absoluta, pureza, digamos, las dos cosas se contrastan, no tienen por qué. ¿Qué piensan ustedes? Avant de commencer à écrire moi-même, j'avais lu peu de poétrie. J'ai lu beaucoup d'essais. Non, par exemple, toujours quand on demande de moi quel que c'est l'auteur que tu lis plus, ou l'influence, toujours je dis, mon grande influence quand j'écris, c'est la musique. C'est quand j'avais sur mon tableau un tableau de Morandi, parce que je voulais écrire comme Morandi fait la peinture. Et je dis qu'en troisième lieu, c'est la littérature qui a influencé moi. La musique, la peinture et après la littérature. C'est en mon cas, je ne sais pas les autres. Mais peut-être vous devez aller à ce monastère, 3 ans. Morandi, ¿cuál es el nombre para buscarlo, para mirar en qué se inspiraba? Sí. ¿Cuál era el nombre de Morandi? Morandi. Morandi, ¿qué más sacó? Para buscarlo en internet para saber qué pintura mirabas. Ponemos Morandi. Morandi es mi ídolo y después Porque no conozco. Rothko, por lo cual vine a hablar con él. Muchas gracias. Je vais vous lire un dernier fragment et du coup, si vous avez envie d'échanger ou d'aller voir les livres de Go, mais on va devoir s'arrêter là. Nous devrions connaître la vie comme les enfants la connaissent, en faisant avec elle sa ronde, ou comme les mythes connaissent la flamme, en la laissant leur brûler les ailes. Merci beaucoup à tous. Yes.